Salut mes amis, j'aimerais faire un petit témoignage. J'aimerais vous raconter un miracle que j'ai vécu. Vous savez que dernièrement, j'ai dû passer devant une commission qui allait statuer sur mon avenir. Et en fait, je connaissais un petit peu les membres de cette commission et je savais d'avance qu'ils n'étaient pas forcément acquis à ma cause. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est parce que je connaissais un des principaux clients d'une de ces personnes qui est dans cette délégation, qui devait s'occuper de moi, de statuer sur mon avenir. Et comme je connaissais cette personne, en fait, je lui ai demandé d'appeler cette personne-là et de lui dire qu'en fait, elle s'exposait à ne plus l'avoir comme client si elle ne se décidait pas en ma faveur. Puis il y avait une autre personne sur laquelle j'avais aussi la capacité d'avoir un certain pouvoir économique, plutôt politique, là, enfin plutôt par rapport à ce que je savais d'elle. Et là aussi, j'ai fait comprendre qu'elle avait intérêt à statuer en ma faveur, sinon elle pouvait avoir des représailles, quoi. Donc voilà, c'était ce miracle que Dieu a accompli pour moi, parce que du coup, j'ai eu toutes les voies qu'il fallait. Voilà. Eh bien, vous allez me dire, mais Marie, mais tu délires? Mais c'est pas un miracle, ça. Mais les techniques que tu as utilisées, les choses que tu as utilisées, ce sont des techniques de voyous. Ce sont des techniques qui sont pas... c'est pas un miracle de Dieu, ça. Et vous aurez bien raison. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous lire aussi ce qui s'est passé sur quelque chose qu'on déclare comme étant un miracle de Dieu. Donc j'ai pris ça, c'est un passage historique. Je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Ô Jérusalem. Je crois que vous connaissez certainement l'auteur, c'est Dominique Lapierre et Larry Collins. Donc il a écrit plusieurs livres, et donc Ô Jérusalem. Donc je vais vous lire exactement ce qui est écrit par rapport à ce qui s'est passé pour la partition miraculeuse de la Palestine. La Maison-Blanche avait néanmoins exercé toutes les formes de pression possibles sur les pays opposés au partage ou seulement indécis. Le président Truman avait ainsi averti son représentant aux Nations Unies, l'ambassadeur Herschel Johnson, qu'il avait le plus grand intérêt à faire en sorte que le partage soit voté s'il ne voulait pas supporter personnellement les conséquences d'un échec. De la même manière, le financier Bernard Baruch, conseiller du président, n'avait pas hésité à menacer Alexandre Parodi, le délégué de la France à l'ONU, d'une interruption possible de l'aide américaine en cas d'opposition de son pays. En dépit de tous ces efforts et de l'offensive mondiale qu'ils avaient menée de leur côté, les responsables sionistes se trouvèrent confrontés à une sombre réalité le mercredi 26 novembre, à moins de 6 heures du scrutin. Comme chaque matin, les chefs de l'agence sioniste, le gouvernement officieux de la communauté juive de Palestine, se réunirent au 16 East 66th Street, leur quartier général new-yorkais. Accomplissant un rite quotidien, ils procédèrent à un nouvel appel des nations représentées et supputèrent leur choix probable, à la lumière des dernières informations. C'était chaque fois le même pointage angoissant. Une majorité des 2/3 était requise. Le nombre des participants nécessaires était tel que chaque voix devenait un enjeu capital. Il fallait déjà 22 voix pour remonter le handicap d'une seule nation musulmane. Et pour chaque autre vote hostile, 2 nouveaux oui devaient être obtenus. Ce dernier pointage fit apparaître une évidence tragique. Si le scrutin avait lieu, comme prévu dans l'après-midi, la création d'un État juif serait définitivement compromise. Devant ce péril, Moshe Charette, le ministre des Affaires étrangères de l'agence sioniste, et ses compagnons décidèrent de tenter une manœuvre de la dernière chance. Après 2000 ans d'attente, l'accomplissement du rêve du peuple juif dépendrait peut-être d'un sursis de quelques heures. Pour arracher le scrutin à tout prix, pour arracher les ultimes voix indispensables, il fallait retarder le scrutin à tout prix. Une vieille tactique parlementaire allait permettre d'y parvenir. Les stratèges coururent à Flushing Meadow, rassembler tous les délégués présents favorables à leur cause et les prièrent de tenir la tribune jusqu'au soir. Quand les représentants arabes se rendirent compte de la manœuvre d'obstruction, il était trop tard. Leurs véhémentes protestations restèrent sans effet devant ce subit marathon oratoire. Le président de l'Assemblée, le Brésilien Osvaldo Aranha, au demeurant sincère partisan du partage, dut proclamer l'ajournement du scrutin à la prochaine séance. Or, par un providentiel concours du calendrier, les sionistes gagnaient en fait plus de 48 heures, le lendemain étant un jour chômé en raison de Thanksgiving Day. Pendant ce répit vital, 4 nations hostiles au partage, la Grèce, Haïti, le Libéria et les Philippines, allaient être soumises à un incroyable déferlement de pression et même de menaces. Les États-Unis, estimant que la position de 2 au moins de ces pays devait être modifiée, apportèrent aux sionistes tout le concours de leur puissance. Le parlementaire new-yorkais Emmanuel Sellars
réclama dans un télégramme ouvert au président des États-Unis que des pays récalcitrants comme la Grèce soient ramenés à la raison. 2 juges de la Cour suprême câblèrent de leur côté au président des Philippines que son pays risquait de perdre des millions d'amis et de supporters américains s'il maintenait sa décision de voter contre le partage. L'intervention collective de 22 membres du Congrès, le SOS téléphonique d'une très haute personnalité américaine que l'agence sioniste avait contacté en pleine nuit à Londres, les suppliques de son ambassadeur à Washington devaient finalement convaincre le président des Philippines d'ordonner à sa délégation aux Nations Unies de changer son vote, dans le plus haut intérêt national. Pendant que les agents sionistes traquaient dans Harlem le représentant de Haïti, un des plus grands industriels américains, le fabricant de pneumatiques Harvey Firestone, était de son côté menacé de voir boycotter ses productions s'il ne parvenait pas à contraindre le président de la République africaine du Libéria à renverser son attitude et voter le partage. Le Libéria était un peu la propriété de Firestone. Ils y possédaient 400 000 hectares de plantations d'EVA et s'apprêtaient à y réaliser des profits énormes. Donc voilà. Alors donc, vous savez qu'on prend ce verset en disant « Une nuit, Sion a enfanté ses fils », en disant que c'est un véritable miracle qui s'est passé, cette nation d'Israël qui est née. Et voilà en fait comment s'est déroulé dans les fêtes le miracle. C'était pour aussi vous interpeller, à vous dire « Mais nous devons connaître l'histoire et ne pas tout avaler, tout ce qu'on nous raconte. » Parce qu'en fait, je crois que cette parole qui dit « En une nuit, Sion a enfanté ses fils », ça parle de la nouvelle naissance. Parce que en fait, nous naissons à partir des ténèbres, nous allons à la lumière. Et ça se passe d'une manière très rapidement, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Et il ne faut pas sortir ces versets de l'Ancien Testament pour en faire en quelque sorte des excuses. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer que moi je peux vous présenter quelque chose de miraculeux qui s'est accompli finalement par des pressions, comme on pourrait le faire sur un autre sujet. Soyez bénis, ciao.